Nous allons vous présenter ce webinaire avec mes collègues que je vais laisser se présenter. Loïc. Donc, Pierre-Loïc Sabeté-Saba, je suis contrôleur de sécurité à CARSAT Auvergne et également formateur, et donc j'ai en charge le suivi de ce dispositif-là. Bonjour, Stéphane Biergeon, préventeur également et en charge de la formation au sein du service prévention de la CARSAT Auvergne. Alors, nous avons prévu de vous présenter le dispositif sur un premier temps d'une quarantaine de minutes et de laisser un second temps pour les questions-réponses. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure, nous vous invitons à les déposer sur le fil de conversation et on y répondra à l'issue de la présentation. La présentation vous sera envoyée à l'issue du webinaire. Vous ayez tous les éléments directement. On va simplement vous demander de couper vos micros pour éviter tous les parasites, en tout cas pendant la présentation. Au sommaire de ce webinaire, d'abord une présentation globale du dispositif avec les acteurs concernés et les objectifs visés pour chacun. Ensuite, on rentrera dans le détail de chacun de ces acteurs avec notamment les parcours de formation et le cas échéant de certification. Et enfin, on terminera par le processus d'habilitation. Stéphane, je te laisse la parole. Alors, je prends la main pour vous présenter l'architecture de ce nouveau dispositif. Juste pour compléter l'introduction d'Agnès, évidemment, l'objectif du webinaire, c'est bien de promouvoir ce nouveau dispositif et de permettre à des organismes de formation d'engager le processus d'habilitation sur ce nouveau dispositif. Donc, c'est bien aujourd'hui l'objectif de ce webinaire, de vous présenter ce dispositif et, entre guillemets, de vous donner envie de vous investir dans son déploiement. Alors, ce dispositif, comme la majorité des dispositifs de formation qui sont inscrits à la démultiplication, se décline en 3 niveaux. La formation du dirigeant, la formation d'un référent, qui sera donc en charge d'animer la démarche de prévention basée sur les 2 approches, mais on va y revenir dans le détail, et le 3e niveau qui vise les salariés de l'entreprise. Alors, aujourd'hui, on a fait le choix de ne pas développer ce 3e niveau, tout simplement parce que ça sera une des missions du référent qui sera formé par vos soins peut-être, et cette action, qui s'appelle d'ailleurs sensibilisation des travailleurs, sera établie en fonction du contexte de l'entreprise et du travail justement du référent une fois formé. Donc aujourd'hui, nous ne développerons pas cette partie-là, sensibilisation des travailleurs. En revanche, nous développerons la formation de formateurs, puisque là, ça vous intéresse évidemment, considérant que c'est le cœur de votre activité et donc la mission vers laquelle nous souhaitons vous accompagner. Alors, pour le dirigeant, on va y revenir un petit peu plus dans le détail. Il y a évidemment des objectifs qu'on va vous présenter par la suite. On va évoquer également qui peut animer cette formation dirigeant. Pour le référent, encore une fois, l'objectif de sa formation, c'est de développer ou renforcer la démarche de prévention dans l'entreprise selon les 2 approches, analyse des risques et analyse des accidents du travail. Sa formation sera assurée exclusivement par un formateur certifié et donc débouchant derrière par l'habilitation de l'organisme de formation, avec un prérequis d'avoir suivi ou de justifier d'avoir les bases en prévention. S'agissant de la formation du formateur, l'objectif est donc de concevoir et d'animer une action de formation et d'évaluer les acquis et s'assurer de la mise à jour du contenu. La formation du formateur sera assurée par l'INRS
et avec également comme prérequis, le formateur devra justifier d'avoir les bases en prévention ou de suivre la formation base en prévention, de justifier d'une expérience de formateur et également de justifier d'une expérience en matière de prévention des risques professionnels. Alors, si peut-être pour compléter la première diapo, pourquoi l'institution, enfin notre réseau Assurance Maladie Risque Pro et INRS a souhaité mettre en place ce nouveau dispositif, hein, donc, qui s'appelle maintenant officiellement EVRP AAT. On va dire il y a deux grands objectifs. D'une part, accompagner les entreprises dans la mise en place et la structuration d'une démarche de prévention basée sur les deux approches, analyse des risques et analyse des actions du travail, considérant que ces deux approches constituent le socle d'une démarche de prévention dans les entreprises. Deuxième objectif de la mise en place de ce nouveau dispositif, c'est de pouvoir aider les entreprises à répondre à un programme national de prévention qui s'appelle PREVAT, que nous avons pu vous présenter pour certains d'entre vous lors d'autres manifestations à destination des organismes de formation habilités. Donc, ce dispositif, il a bien donc, ces deux objectifs. Une offre de service de l'assurance maladie risque pro pour aider les entreprises à développer ou renforcer l'analyse des risques et l'analyse des actions du travail avec une personne ressource au sein de l'entreprise. Et par ailleurs, donc, les aider à répondre aux objectifs d'un programme national de prévention qui vise les accidents du travail. Alors, pour développer la formation du dirigeant, deux compétences seront donc à acquérir par ce dirigeant. La première qui se décline de la manière suivante: élaborer une stratégie d'analyse des risques et à partir d'un état des lieux partagé. Concrètement, l'employeur devra, autour de cette première compétence, mesurer les enjeux de la prévention des risques autour de l'analyse des risques et de l'analyse des accidents dans son entreprise, à partir d'un état des lieux. Cet état des lieux, donc, il sera basé sur ces indicateurs, le contexte de son entreprise, comment est organisée la prévention dans son entreprise, et à partir de là, de définir les objectifs qui se fixent pour soit mettre en place une démarche de prévention basée sur l'analyse des risques et l'analyse des accidents, soit renforcer ce qu'il fait déjà en la matière. Une deuxième compétence concerne ce dirigeant. À partir de l'état des lieux et des objectifs qui se sera défini, eh bien, de définir les moyens qu'il met en face ces objectifs. On entend par moyens des moyens en termes sur le plan humain, des moyens en termes de temps et les moyens éventuellement financiers si nécessaire. Ensuite, définir les conditions de réussite pour justement asseoir cette démarche de prévention selon les deux approches, à savoir qui impliquer, quels acteurs dans l'entreprise et notamment et en particulier la ligne managériale, puisque c'est les conditions de réussite pour qu'à un moment donné, les salariés adhèrent à une telle démarche. Il devra également assurer que son référent que vous allez former pourra travailler sur l'analyse des risques et l'analyse des actions du travail sur les situations de travail réelles et donc pouvoir accéder au poste de travail. Et enfin, comme toute formation de dirigeant prévue dans la majorité des dispositifs à 3 niveaux comme celui-ci, à l'issue de sa formation, une formation de 7 heures, l'élaboration d'une lettre d'engagement qui va formaliser justement sa stratégie autour de ces deux compétences. Concernant le déploiement et l'animation de cette formation dirigeant, plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, la session de formation du dirigeant réunit des dirigeants ciblés par le programme Prévaté dont on a parlé tout à l'heure. Dans ce cas-là, vraisemblablement que ce sera la CARSAT et uniquement la CARSAT
qui animera cette journée dirigeant. Dans notre cas, à la CARSAT Auvergne, cette formation dirigeant renvoie à notre offre de formation dirigeant qui existe déjà. On a donc 2 formations dirigeants, une qui s'adresse aux petites entreprises et une autre qui s'adresse aux entreprises qui ont un niveau de maturité un petit peu plus développé. Donc ça, c'est notre offre de formation. Deuxième cas de figure, selon le contexte de la session, on pourra envisager, puisqu'on l'a déjà fait, de co-animer cette formation dirigeant. Quand on dit co-animer, ça veut dire un formateur certifié d'un organisme de formation et un formateur de la CARSAT. Et enfin, troisième cas de figure, considérant que ce dispositif est une nouvelle offre de service que vous allez pouvoir donc intégrer à votre offre de formation, donc une nouvelle corde à votre arc, pour le dire autrement, vous aurez la possibilité d'animer les formations dirigeants. Comme c'est déjà le cas, encore une fois, pour un certain nombre de dispositifs. Et vous verrez donc, pour cette raison, que vous devrez, dans le cadre du processus d'habilitation, nous fournir des documents également concernant la formation du dirigeant. Donc, moi, je vais poursuivre sur la formation du référent. Donc, Stéphane vient de présenter la formation du dirigeant qui est l'initiateur et le pilote de la démarche. Et derrière, le référent est là pour accompagner la stratégie et soutenir l'organisation de la démarche de prévention qui aura été définie par le dirigeant. Différentes finalités à cette formation et c'est contribuer à l'état des lieux, pratique de l'entreprise en matière de prévention des risques pour ajuster la démarche d'analyse des risques, déployer la démarche d'évaluation des risques professionnels et déployer la démarche d'analyse des accidents du travail. Et bien sûr, comme toute démarche, proposer un plan d'action. Pour cette formation du référent, il y a 6 compétences qui sont définies, qui sont affichées à l'écran et qui sont détaillées dans le document de référence. La compétence 1, elle consiste à évaluer la place de l'EVRP et de l'analyse des accidents du travail dans la démarche globale de l'entreprise. Quels sont les points forts et les points faibles de la démarche à ce jour? Et donc, ça renvoie à l'état des lieux qui aura été partagé avec le dirigeant. La compétence 2, elle concerne les conditions de réussite pour permettre aux référents de réaliser l'évaluation des risques et l'analyse d'accidents du travail. On est en lien avec la compétence 2 du dirigeant qui a été exposée précédemment par Stéphane. Elle appuie aussi sur l'approche pluridisciplinaire avec l'implication des managers et des salariés qui va vers une mobilisation et une sensibilisation de l'ensemble des salariés. Elle pointe la nécessité de s'accorder sur la méthode d'observation des situations de travail réelles qui sont importantes et proposer des mesures de prévention. La compétence 3, elle donne des repères, elle porte sur les repères méthodologiques pour construire et suivre les indicateurs afin d'évaluer les démarches d'évaluation des risques et d'analyse d'accidents du travail. Compétence 4, c'est l'organisation et la mise en œuvre de l'évaluation des risques sur la base des situations de travail réelles pour les retranscrire dans le document unique. La compétence 5 donne les repères méthodologiques pour organiser et mettre en œuvre l'analyse de l'accident du travail. Elle porte sur la caractérisation des événements et l'approche méthodologique par le recueil des faits, la conduite d'entretien, l'observation des situations de travail et la détermination des causes. Et enfin, la compétence 6 qui porte sur l'élaboration et la proposition d'un plan d'action à l'issue de l'évaluation des risques et de l'analyse des accidents du travail, en veillant à agir sur les différentes composantes
des démarches de prévention et des plans d'action, qui sont l'organisation, des mesures d'organisation, des mesures techniques et des mesures humaines. Puis bien sûr, comment on priorise, on planifie et on définit les pilotes et on refait le lien avec la lettre d'engagement. Voilà pour ce qui est des compétences. Pour ce qui est de la formation du référent, la formation, elle vous est présentée dans le schéma qui est exposé, avec un prérequis qui est les connaissances de base en prévention, une formation sur 4 jours avec une intercession au bout de 2 jours, une intercession d'environ 1 mois, et puis derrière, un MAC, une mise à niveau des compétences, au bout de 2 ans, ce MAC étant plutôt une journée de regroupement centrée sur le partage des pratiques et qui est sur l'échange entre pairs et constitution d'un réseau. Le dépassement de la date de validité du certificat n'entrave pas l'activité en entreprise. On peut continuer à déployer le dispositif, même si on fait ces mises à jour des compétences. Voilà pour la présentation de ce dispositif-là. Et donc là, c'est Agnès qui reprend la parole. Oui. Du coup, on va évoquer maintenant le niveau formateur. Donc, comme vous le voyez à l'écran, il y a 2 parcours de formation et ou de certification qui sont proposés par l'INRS. À gauche, les formateurs primo-accédants, entre guillemets, et à droite, les formateurs certifiés EVRP-SDC. Le dispositif EVRP-AAT vient en remplacement du dispositif EVRP-SDC qui existait déjà, et donc pour lequel des formateurs étaient certifiés. Donc là, on viendra après sur ce point-là. On entend par formateur primo-accédant tous les autres candidats au parcours de formation, tous ceux qui ne sont pas aujourd'hui formateurs EVRP SDC certifiés. Donc sur ce premier niveau qu'on va développer, il y a dans ce parcours de formation le suivi de la formation de formateurs et ensuite le passage des épreuves certificatives. À l'écran, les prérequis à gauche pour devenir, en tout cas pour s'inscrire à la formation de formateur à l'EVRP et l'AAT, pardon. Stéphane en a parlé rapidement tout à l'heure. C'est d'abord d'avoir validé les modules base en prévention, soit effectivement en auto-formation, soit en présentiel, on la propose effectivement à la CARSAT. En deuxième prérequis, c'est disposer d'une expérience récente de formateur d'adultes, aussi bien en ingénierie qu'en animation de formation, ou avoir suivi une formation de formateur dans les 2 dernières années. Et enfin, disposer d'une expérience professionnelle récente dans le domaine de la prévention des risques professionnels, hors action de formation qui aurait été mise en place. Ce dossier de candidature, il est disponible sur le site de l'INRS et dans ce dossier, on retrouve les documents, les justificatifs qui vont vous permettre de prouver l'expérience récente de formateur d'adultes et l'expérience dans le domaine de la prévention des risques professionnels. Sur le déroulé de la formation, Pierre-Loïc va vous le détailler un petit peu plus par la suite. Il faut savoir qu'il y aura une réunion préparatoire en visio avant la formation, avec à l'issue de cette réunion des travaux préparatoires qui sont estimés à peu près une demi-journée et qui seront à produire avant le démarrage de la formation. Ensuite, la formation se décline sur 5 jours en continu et en présentiel. Et enfin, un entretien individuel qui sera positionné en milieu de parcours entre le stagiaire et l'équipe pédagogique de l'INRS. Sur ce niveau formateur, il y a également un MAC qui est prévu tous les 3 ans et qui va se présenter un peu comme pour le MAC des référents EVRP AAT, comme des journées de regroupement des formateurs. Aujourd'hui, l'INRS n'a pas encore établi la durée de ce MAC, ce sera entre 1 et 3 jours.
Pierre-Loïc, je te laisse nous présenter le référentiel de compétences. Pour le formateur EVRP à l'analyse de l'AT, 4 compétences sont définies dans le document de référence. La première étant comment recueillir les faits, les organiser et proposer des mesures de prévention. Donc là, on est sur l'analyse de l'accident. La compétence 2, c'est accompagner le dirigeant dans la réalisation de l'état des lieux et définir sa stratégie de prévention en fonction de l'organisation de l'entreprise. La compétence 3, on est sur l'évaluation des risques, donc transmettre les objectifs et les enjeux de la démarche d'analyse, le travail en équipe, sortir de la notion de responsabilité et intégrer la démarche d'évaluation des risques et de prévention dans le fonctionnement de l'entreprise. Donc, c'est également cette compétence, elle touche à la transmission des repères méthodologiques pour la démarche d'analyse a priori et a posteriori avec du travail en équipe pluridisciplinaire, l'analyse des situations de travail réelles qui sont essentielles à une évaluation des risques qui correspond à la réalité du travail et bien sûr l'élaboration du plan d'action hiérarchisé et bien sûr, comme dans toute démarche, l'évaluation de cette démarche pour la faire progresser. La compétence 4 est un peu plus transverse. Elle concerne l'ingénierie de la formation et la conception de l'action de formation, son déroulé pédagogique, l'évaluation des acquis tout au long de la formation. C'est comment je mets en œuvre ces différentes compétences à travers la conception de la formation. Voilà pour le formateur. Le déroulé, donc, il est sur 5 jours qui vous sont affichés, où on retrouve les différentes compétences qui viennent d'être présentées. Et bien sûr, ce qui est sous-entendu, c'est que on n'apprend pas à être formateur dans cette formation, on devient formateur de ce dispositif EVRP AAT. On est déjà formateur et on a les compétences sur le sujet. Voilà pour le dispositif formateur EVRP AAT. Donc effectivement, Pierre-Loïc vient de vous présenter le parcours de formation. À l'issue de ce parcours de formation, le formateur devra s'inscrire aux épreuves certificatives. Donc, il y a des épreuves certificatives spécifiques à ce formateur-là qui vient suivre les 5 journées qui vous sont présentées dans cette diapositive. Le prérequis, ce sera d'avoir suivi la formation. Il faudra le justifier au moment de l'inscription auprès de l'INRS. Et les épreuves certificatives se déclinent de la manière suivante. Il y aura d'abord une partie en distanciel avec une visio d'1 heure pour rappeler les règles des épreuves à passer et l'attribution des sujets. Ensuite, il y aura un temps qui est estimé à 4 heures en temps asynchrone pour concevoir les déroulés pédagogiques. Et là, il sera demandé au formateur de concevoir le déroulé pédagogique de la formation dirigeant, plus une séquence de la formation de référent. Ce travail de conception de déroulé pédagogique devra être transmis à l'INRS 2 semaines avant les épreuves qui se dérouleront en présentiel sur 2 jours. Et vous le voyez, il y aura une première partie d'épreuve sur l'analyse d'un accident du travail et la proposition d'un plan d'action. Et ensuite, une deuxième épreuve sur l'animation pédagogique de la séquence qui aura été attribuée sur la formation référent EVRP AAT et une soutenance devant le jury pour justifier de ses choix techniques et pédagogiques par rapport à cette animation. Donc, des épreuves qui sont aujourd'hui… Alors, vous avez sur le diaporama, on vous a mis le lien vers les différentes
les différents documents. Donc là, ici, vers les épreuves et la possibilité de s'inscrire, il y a déjà des dates pour 2026. Ensuite, si on revient au deuxième parcours, c'est-à-dire aujourd'hui les formateurs qui sont déjà certifiés EVRP SDC et qui, eux, ne vont directement aux épreuves certificatives. Ces épreuves certificatives, elles sont spécifiques aux formateurs certifiés EVRP SDC, ce ne sont pas les mêmes que pour le formateur primo-accédant. Et si on rentre un petit peu plus dans le détail, l'inscription se fait toujours sur le site de l'INRS en justifiant de sa certification en tant que formateur EVRP SDC. Et ensuite, un temps distanciel, une visio de 3 heures pour présenter les épreuves certificatives et les attendus du dispositif. Et une deuxième séquence qui est donnée pour 4 heures environ, avec une épreuve qui est similaire à l'épreuve précédente, donc l'analyse d'un accident du travail par la méthode de l'arbre des causes et la proposition d'un plan d'action. Et ensuite, la soutenance devant le jury, oui, parce que j'ai oublié, en fait, après la visio, en temps asynchrone, il y aura la conception du déroulé pédagogique de la formation dirigeant à transmettre, donc une semaine avant les épreuves. Et là, il n'y aura pas de séquence d'animation, mais simplement une soutenance devant le jury pour justifier et démontrer les choix pédagogiques et les acquis techniques. Et donc là, chaque participant, alors selon le nombre, l'INRS annonce que chaque participant pourra participer, enfin présenter sa soutenance et n'est pas obligé d'être présent sur les soutenances de l'ensemble des candidats. Voilà sur le parcours de formation du formateur. Et pour terminer, sur le processus d'habilitation des entités. Donc aujourd'hui, enfin demain, à partir du 1er février, le dispositif EVRP SDC s'arrête. Donc il n'y aura plus de formation, plus d'habilitation et plus de formation EVRP SDC. L'INRS laisse la possibilité aux organismes de formation engagés auprès d'entreprises sur des formations sur la base de devis qui seraient signés jusqu'au 31 mars 2026 de mettre en place ces formations, d'animer ces formations. Par contre, elles ne pourront pas être enregistrées sur FortPrev puisque l'habilitation EVRP SDC sera arrêtée au 1er février. Et donc, l'organisme de formation en question devra présenter les justificatifs à l'issue de la formation à l'INRS pour que l'INRS émette les attestations d'assiduité. Sur les déploiements du dispositif EVRP AAT, il sera possible, à partir du 1er février 2026, par une entité habilitée qui fait appel à un formateur certifié. Et dans le cas de l'entité habilitée EVRP SDC, elle devra à minima déposer une demande d'habilitation EVRP AAT avant l'ouverture de la première session et faire appel, par contre, à un formateur certifié EVRP AAT. Ça veut dire qu'il y a une petite souplesse qui est accordée aujourd'hui pour les organismes de formation qui sont habilités EVRP SDC, de pouvoir mettre en place les formations en ayant à minima déposé la demande d'habilitation. Mais pour ça, il faudra bien faire appel à un formateur certifié EVRP AAT, dans tous les cas. Les documents à déposer sur le site FortPrev pour cette demande d'habilitation, comme pour tous les autres dispositifs, il y a un cahier des charges des dispositions spécifiques. Et donc, les documents à fournir sur FortPrev sont la lettre d'engagement de l'entité, c'est le document qui est généré par FortPrev et que le responsable de l'entité signe et recharge sur FortPrev. Et ensuite, les programmes des formations, donc de la journée du dirigeant, de la formation du référent EVRP AAT et du MAC, du référent appelé journée de regroupement des référents. Le déroulé pédagogique uniquement de la formation du référent EVRP AAT, et puis les supports servant à l'évaluation des compétences des stagiaires pour les formations dirigeants et formations du référent EVRP AAT. La partie de droite, je n'en parle pas pour le moment, puisque c'est dans le cadre du dépôt d'une première demande d'habilitation, et là, derrière l'écran, on n'a que des organismes de formation qui sont déjà habilités, donc ce serait plutôt la démarche d'habilitation supplémentaire.
Nous en avons terminé avec cette présentation. Nous allons pouvoir passer aux questions-réponses. Nous n'avons pas reçu de questions sur le chat. Avez-vous des questions, des remarques? N'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Sur le fond, la forme? C'est sans vote. Oui, bonjour. Est-ce qu'on a les dates des formations INRS? Alors, sur le site de l'INRS, oui, il y a une date pour 2026 qui est a priori complète, j'ai vu ça ce matin. Donc, il faut que je contacte l'INRS pour savoir s'il y a d'autres dates qui seront positionnées sur 2026. D'accord. Et il y a le tarif aussi? Oui, tout à fait. Je ne l'ai pas là en tête, mais il y a le tarif effectivement de la formation et des épreuves certificatives. Et est-ce que c'est éligible au CPF? Je ne crois pas. L'INRS n'a pas fait de demande pour l'éligibilité au CPF pour des formations, donc celle-ci non plus. Mais par contre, je poserai la question quand même de savoir si c'est envisagé. Oui, merci. D'autres questions? Erika? Oui, moi c'est pour savoir concrètement du coup ce qu'il faut qu'on fasse puisque Cédric va pas faire la formation de formateur dans son intégralité. Du coup, est-ce que il y a des passerelles qui seront proposées du coup par l'INRS? Qu'est-ce qu'il va devoir suivre exactement? Alors ça, c'est le deuxième cas de figure que j'ai évoqué. En fait, dans le cas dans son cas, lui, il est déjà formateur EVRP SDC, donc il va se Oui. présenter uniquement aux épreuves certificatives. Il faut qu'il s'inscrive. Donc, quand vous aurez le diaporama, il y a les liens sur les différentes diapos. Oui, Il faut qu'il s'inscrive auprès de l'INRS, qu'il s'inscrive aux épreuves certificatives. Et s'il réussit, il aura l'attestation et donc il sera certifié EVRP, formateur EVRP AAT. Et ensuite, pour dispenser les formations EVRP AAT, l'organisme de formation devra déposer la demande d'habilitation telle qu'on vient de la présenter sur le site FortPrev. Et pour mettre en place les premières formations EVRP AAT, vous ne serez pas obligé d'attendre la validation par la Commission nationale d'habilitation. Le fait d'avoir déposé l'habilitation suffira avec le formateur certifié pour dispenser les formations. Mais en attendant, si vous avez des formations EVRP SDC qui sont planifiées et pour lesquelles des devis ont été signés, vous pouvez les maintenir sur 2020. D'accord. Ça répond à ta question? Oui, oui, oui. Parce qu'en effet, on a des devis en cours. Voilà. Donc la marge, c'est devis signé jusqu'à fin mars 2026. D'accord, merci. Profitant là peut-être là du nombre d'organismes de formation présents à ce stade, est-ce que d'autres ont envie, entre guillemets, ont l'intention voilà, d'aller un petit peu plus loin dans la perspective de s'engager dans ce nouveau dispositif? Est-ce que vous avez envie de nous en parler? Non? Bon. Sur la journée de formation du dirigeant, si j'ai bien compris, ça peut être en co-animation CARSAT, organisme de formation? Oui. Alors, peut-être pour revenir sur les différents cas de figure et peut-être compléter mon propos. Sur le premier cas de figure, je vous ai effectivement indiqué que si la session réunit des dirigeants d'entreprises qui sont concernés par le programme national de prévention Prévaté.
Là, vraisemblablement, qu'on se chargera de l'animer pour deux raisons essentielles. La première, c'est que si ce sont des entreprises qui sont ciblées, ça veut dire que nous sommes déjà en relation avec les entreprises de ce fait-là, et donc avec le dirigeant qui reste notre interlocuteur privilégié, et ce sera plus simple pour nous de les réunir et de les accrocher et les faire suivre cette formation dirigeant. La deuxième raison, c'est, et on la connaît déjà sur d'autres dispositifs qui prévoient la formation du dirigeant, c'est la difficulté que vous avez à pouvoir mobiliser les dirigeants et à les faire suivre une formation d'une journée. En revanche, c'est le deuxième cas de figure, et encore une fois, j'indiquais qu'on l'a déjà fait avec des organismes de formation, c'est de co-animer une session, puisqu'on peut imaginer que dans une même session, on ait un public mixte, c'est-à-dire des dirigeants d'entreprises ciblées et des dirigeants d'entreprises non ciblées qui ont fait la démarche spontanée de s'adresser à vous pour justement former une ressource dans son entreprise par le biais de ce dispositif. Et enfin, donc ça veut dire qu'il faudra qu'on se coordonne entre les dates de journée dirigeant et également les dates de formation référent, puisque, vous l'avez compris, les deux sont connectés. Et enfin, le troisième cas de figure qui reste à votre main, puisque, encore une fois, cette formation est une nouvelle offre de service qui est proposée au réseau des organismes de formation habilités. Dit autrement, vous allez donc, pour celles et ceux qui vont s'engager dans ce dispositif, rajouter celui-ci dans vos plaquettes de formation, dans vos actions de communication, dans vos démarches de prospection, et vous pourrez, de fait, avoir des entreprises qui s'adressent à vous pour former un référent. Et à ce moment-là, vous indiquerez que la formation du dirigeant est prévue dans ce dispositif, ce qui veut dire que vous aurez donc toute latitude et toute légitimité à organiser des formations de session dirigeants que vous animerez vous-même. On est bien d'accord, pas de formation du référent sans formation préalable du dirigeant. Oui. Oui, et ça, c'est une volonté politique de notre institution et qui se comprend relativement facilement. C'est que si à un moment donné, le cadre n'est pas posé, s'il n'y a pas une stratégie définie, s'il n'y a pas de moyens qui sont donnés et clairement formalisés, il y a de fortes chances que la mission du référent ne fonctionne pas, ou en tout cas pas dans les meilleures conditions. Ce qui veut dire qu'il faut passer, et ça c'est le cas pour maintenant 99% des dispositifs de formation à la démultiplication, la formation du dirigeant s'impose. Et c'est pour ça que, encore une fois, je le disais de manière très claire et en toute transparence avec vous, on sait que c'est difficile pour vous d'accrocher des dirigeants. Nous, on a peut-être un petit peu plus, et je mets des gros guillemets, de pouvoir pour mobiliser et fédérer des dirigeants. C'est pourquoi on se chargera peut-être dans la plupart des cas de former les dirigeants. Ce qui nécessitera de toute façon une coordination avec les organismes de formation qui seront habilités pour former le référent. Puisqu'on essaiera de caler dans la temporalité et la formation du dirigeant et la formation du référent. Et ça, on sait faire, puisque avec la majorité d'entre vous, dans le cadre de notre animation de réseau que travaille avec Agnès, tout fonctionne bien. On a des relations qui sont suffisamment bien développées pour justement envisager une telle coordination. Donc là-dessus, on n'a pas vraiment d'inquiétude. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? Erika. Oui, j'ai une dernière question. Moi, c'était savoir, est-ce que vous savez à peu près combien il y a d'entreprises ciblées justement sur le dispositif? Alors, oui,
Et là, si Mathieu veut bien prendre la parole, si Mathieu, tu veux ouvrir ton micro, s'il te plaît, pour nous donner un ordre d'idée là d'entreprise ciblée par le programme Prévaté, s'il te plaît. Bonjour, donc Mathieu Boissy, je suis ingénieur conseil à la CARSAT et je m'occupe du programme Prévaté. En fait, alors oui, on sait ceux qui sont ciblés actuellement, mais on a une deuxième vague de ciblage qui va arriver où la volumétrie est précisée. Donc à ce jour, on avait 25 établissements ciblés et on devrait en rajouter une cinquantaine sur les 2 prochaines années pour 2027-2028. Mais ça D'accord. reste à confirmer. Non, merci. Et si je peux me permettre, Stéphane, on se rend compte, nous, en interne, sur la formation l'analyse datée, qui est une partie de cette comment dire, de cette formation, que les formations sont prises d'assaut. Il n'y a pas que les établissements ciblés qui suivent cette formation. Oui, oui, alors tu as raison Mathieu et merci pour cette remarque. Et on peut effectivement compléter ton propos en disant qu'aujourd'hui, la commande que nous fait la direction des risques professionnels à la Caisse nationale d'assurance maladie, c'est vraiment d'engager les entreprises dans un travail d'analyse des actions du travail et pas uniquement dans une analyse comptable, c'est-à-dire de lister les accidents et de s'arrêter là, d'aller donc plus loin dans l'analyse pour revenir sur le champ de la prévention, au regard d'enjeux, notamment économiques, du point de vue de l'assureur. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, on constate de plus en plus d'entreprises qui, alors, parfois contraintes, parfois de manière spontanée et volontaire, de renforcer ou en tout cas de développer le travail sur l'analyse des actions du travail. Ce qui veut dire que vraisemblablement, il y a du potentiel. Et peut-être aussi une autre information qui peut vous intéresser, tous ces nouveaux dispositifs qui arrivent à la démultiplication, ça sous-entend que ça sort du périmètre des formations des CARSAT, enfin, des caisses d'une manière générale sur l'ensemble du territoire français et dans les DOM. Ce qui veut dire que aujourd'hui et demain, les CARSAT ne proposeront plus de formation selon celle-ci, c'est-à-dire pour former un animateur prévention ou un référent prévention, peu importe son appellation, c'est confié aux organismes de formation. C'est ce qui renvoie un peu à la notion d'offre de service que j'évoquais tout à l'heure. En fait, voilà, c'est une nouvelle mission qui est confiée au réseau des organismes de formation habilités de venir appuyer nos missions sur la démarche de prévention des risques professionnels et donc former des ressources et développer les compétences des entreprises en matière d'analyse des risques et en matière d'analyse des accidents du travail. D'autres remarques? Profitez-en, il nous reste 5 minutes. Plus de questions, plus de remarques? Alors, évidemment, nous restons à votre disposition. Si vous avez ultérieurement des questions, des doutes sur le processus d'habilitation et les démarches à suivre, Agnès est là et vous la connaissez tous, donc elle répondra à vos questions et elle vous accompagnera dans ce processus. Si vous avez des questions d'ordre plus technique sur cette démarche-là et ses intentions, ou sur les documents technico-pédagogiques, Pierre-Loïc et moi restons également à vos dispositions. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Notre mission, c'est vraiment d'accompagner les organismes de formation dans le déploiement de ce nouveau dispositif. Eh bien, il nous reste à vous remercier pour votre participation. Nous vous souhaitons une belle journée et un bon week-end puisqu'il se profile. Et à très bientôt. Merci, Au bonne revoir. journée. Merci, à Bonne bientôt. journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, Merci, au revoir.
Bonne journée, merci, au revoir. Bonne journée.